Bonjour, bienvenue sur Question d'éthique. Nous parlons aujourd'hui de santé publique et particulièrement des réseaux de soins. Et pour aborder ces sujets, j'ai invité Simone Di Nicola. Simone Di Nicola est directrice adjointe de l'hôpital de Martigues. Vous êtes secrétaire générale de la MNH, qui est la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de santé et du social. Vous êtes également la vice-présidente de l'Union régionale de la mutualité française PACA et chargée particulièrement de la prévention. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie et maître de conférence à la faculté de médecine de Marseille. Vous enseignez l'éthique médicale. Vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Forum, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes également membre du comité national d'éthique et je dois signaler cette publication récente chez Vuibert, Le médecin et la mort, qui parle d'un point de vue éthique et philosophique sur cette question. En face de vous, Jean-Louis Sammarco. Jean-Louis Sammarco est praticien hospitalier, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'INPES, l'INPES, qui est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, mais également du CODES, la même institution au plan régional, et vous présidez la conférence régionale de santé. Jean-Robert Harlet, au bout de la table, praticien hospitalier, chef de service de médecine interne à l'hôpital La Conception à Marseille, professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille, responsable de l'organisation d'enseignement du 3e cycle et tout récemment élu vice-doyen de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Alors parlons des réseaux de soins. Tout d'abord, peut-être Pierre Lecause nous expliquer un peu l'idée du soin au niveau philosophique. Qu'est-ce que ça signifie soigner? Qu'est-ce que c'est que le soin? Pierre Lecause. Oui, le soin est à distinguer ou à nuancer du traitement, de la thérapeutique en elle-même. Il y a dans l'idée de soin la notion de sollicitude. Je me fais du souci pour toi. Et donc cette composante relationnelle qui implique le souci du confort physique, de la qualité de vie, du bien-être psychique, fait que cette composante impliquait déjà peut-être l'idée de réseau, en ce sens que le réseau, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu relationnel qui va permettre, du fait de la réunion de différents agents thérapeutiques, qui va permettre une prise en charge holistique du patient, même s'il n'est plus curable. Il peut y avoir des soins palliatifs, même si le soin n'est pas équivalent à une thérapeutique, il reste encore quelque chose à faire, même quand il n'y a plus rien à faire. Oui, alors donc ce soin que vous décrivez donne lieu à une organisation en réseau et peut-être Simone Di Nicola peut nous expliquer un peu ce que c'est qu'un réseau de soins, si je puis dire, et si on ne confond pas un peu réseau de soins, réseau de santé, quelle est la différence entre ces deux termes? Simone Di Nicola. Oui, alors les réseaux de soins, disons que c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis très longtemps, où en fait il s'agit d'avoir une prise en charge coordonnée d'un patient, mais autour d'une problématique de soins. Alors qu'un réseau de santé, c'est beaucoup plus une prise en charge d'un patient, mais j'allais dire le patient est vraiment au cœur de cette prise en charge. Et ce sont des réseaux qui sont un petit peu plus récents, où on a des réseaux de santé, des réseaux de gérontologie qui ont été créés il y a quelques années avec des financements particuliers. On verra un petit peu plus loin les On verra un peu plus tard. Jean-Louis Sammarco, comment sont nés ces réseaux de soins d'un point de vue historique et aussi quel rapport avec la santé publique et éventuellement une politique de santé publique? Les réseaux de soins, au départ, les premiers sont nés du traitement des cancéreux qui étaient soignés, ont commencé à avoir les premiers traitements efficaces dans les hôpitaux, mais fort heureusement, les malades ne restaient pas en permanence à l'hôpital. Et on avait le souci entre les réhospitalisations itératives ou bien l'organisation de soins à domicile. Mais il fallait qu'il n'y ait pas de rupture dans la qualité de soins entre ce qui pouvait se faire dans un milieu fermé et hospitalier et ce qui pouvait se faire à domicile. Et on a essayé d'organiser une façon... Alors, il y a eu l'hospitalisation à domicile, comme son nom l'indique, qui a été l'organisation à domicile de ce soin. Puis on s'est aperçu que c'était encore insuffisant et on a essayé de faire qu'il y ait une prise en charge pour des patients chroniques qui soit au long cours et qui soit émaillée d'hospitalisations éventuelles, mais qui permettent que le malade, chez lui, puisse être très correctement suivi et qu'il y ait donc une introduction du temps dans la prise en charge. Continuité, vous voulez dire. Alors qu'avant, tout à fait, alors qu'avant, il y avait des hospitalisations ponctuelles, répétées, mais il y avait une rupture entre ce qui se passait à l'hôpital et ce qui se passait à domicile. Et le réseau, comme son nom l'indique, ça a été l'organisation de cette prise en charge longitudinale
avec une qualité équivalente et une qualité de vie, une qualité de soins d'une part, pour le soin, et une qualité de vie pour le malade qui soit de meilleur Alors, les réseaux de niveau. soins, ce n'est pas seulement pour le cancer, Non, mais c'est vous aussi m'avez- pour beaucoup d'autres Bien pathologies, entendu, vous j'imagine. m'avez posé la question sur le plan historique, et Oui. historiquement, c'est à Paris et autour d'hospitalisation parisienne que se sont créés les premiers réseaux. Tout à fait. Et puis ensuite, étant donné que c'était fait pour des malades chroniques, ce qui représente quand même l'énorme majorité de la prescription de soins aujourd'hui, nous soignons essentiellement des malades chroniques, que le malade soit insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, diabétique ou hypertendu, il faut qu'il ait une prise en charge au long terme. Et à partir de ce moment-là, ça n'est plus la pathologie qui règle le réseau, c'est le patient qui va s'intégrer. Alors, il y a des réseaux qui sont plus ou moins spécialisés en fonction d'une pathologie ou en fonction d'une classe d'âge. Et en fonction de cela, il y aura l'organisation de ce réseau, c'est-à-dire de la juxtaposition et de la mise en cohérence des différentes prises en charge du spécialiste, du laboratoire, de l'infirmière et du médecin. Alors, le rapport avec la santé publique, en quoi est-ce que c'est un avantage, si je puis dire, pour la santé publique en général? C'est d'abord un avantage pour le malade. Oui. Parce que c'est à lui qu'on pense pour faire qu'il soit pris en charge de façon cohérente et de façon, donc, de ce fait, plus efficace. La santé publique y gagne parce que plus il y a de malades qui sont bien soignés et qui sont bien pris en charge, plus la santé de la population sera meilleure. Alors, on parlait du bénéfice pour le patient. C'est quelque chose que vous avez déjà évoqué. Peut-être Jean-Robert Harlet peut revenir un petit peu là-dessus et puis aussi nous parler du bénéfice pour les professionnels de santé. Très vite pour les patients. Effectivement, certains réseaux sont nés autour d'une demande spécifique de patients. Jean-Louis Sammarco parlait de ces malades chroniques. Et par exemple, dans le cas du diabète, très clairement, on s'est rendu compte que pour ceux des malades ayant un diabète qui n'étaient pas régulièrement suivis, ils étaient en une situation qu'on peut appeler de perte de chance, c'est-à-dire que n'étant pas correctement suivis ni correctement traités, leur vie était émaillée d'accidents, d'incidents graves quelquefois, les amenant en hospitalisation et pouvant entraîner également de vraies défaillances vitales. Au lieu de quoi, dans le cadre d'un diabète, correctement surveillé par ce réseau ville-hôpital de soins qui puisse être donné de façon qu'il n'y ait pas de ces incidents ou ces accidents de diabète, on peut estimer que l'on améliore la qualité de vie de ce malade. Quelquefois, ce sont les malades qui viennent demander la constitution d'un réseau. J'ai vécu il y a 3-4 ans le fait que des malades ayant une maladie très particulière, qu'on va dire orpheline, maladie de rendu osselaire, ce sont des gens qui ont des saignements de nez continus, et ce sont des maladies familiales. Ils sont donc quelques dizaines, je vais dire, en PACA. Ils sont venus réclamer que se constitue un réseau de soins qui soit un réseau plurispécialiste, qui puisse les prendre en charge réellement. Il fallait un ORL qui sache faire du laser, il fallait des chirurgiens qui connaissent bien cette maladie, des médecins qui puissent les accueillir. Voilà un réseau qui s'est constitué à la demande d'une association de malades. Autrement, effectivement, pour terminer, vous posiez la question de l'avantage que peuvent avoir les médecins également. Alors, par exemple, il y a un exemple qui saute aux yeux, c'est celui de constitution de réseaux autour des urgences. Très clairement, les urgences sont habituellement dans l'esprit public des urgences hospitalières et les médecins de ville s'étaient désinvestis de ce secteur d'urgence. Or, il est apparu qu'en s'associant sous la forme de maisons médicales qui ont vu le jour ces dernières années, elles sont innombrables, celles qui ont ouvert dans les différentes régions de France, c'est une réponse apportée par des praticiens non hospitaliers, justement, par des médecins de ville, à la demande d'accueil en urgence par des malades, hors de l'hôpital. Voilà, donc là, voilà un avantage, un avantage tout à fait indéniable pour les médecins aussi. Alors, quels sont les différents types de réseaux? Je veux dire, quels sont ceux qui existent aujourd'hui? On peut donner des exemples. J'ai parlé de réseau urgence, j'ai parlé d'urgence diabéto, d'urgence également plus spécifiques, comme par exemple dans le cadre des maladies coronaires. Et au sein de la région PACA, il y a un réseau qui est tourné vers l'urgence des maladies coronaires, de telle façon que si vous faites un infarctus du côté du Ventoux, vous puissiez quand même bénéficier le plus rapidement possible des mêmes soins que celui qui a fait un infarctus
tout proche de l'hôpital de la Timone, par exemple. Ça, c'est des constitutions de réseaux qui sont importantes à considérer. Il y a des réseaux villes-hôpitaux ou hôpital-ville dans lesquels on a effectivement les associations de praticiens hospitaliers quelquefois très spécialisés et de médecins généralistes très proches des patients, médecins de ville, médecins référents, qui peuvent suivre de façon au jour le jour les malades. C'est pareil pour les réseaux cancer, c'est pareil pour les réseaux soins palliatifs où on a un besoin énorme. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Par rapport au réseau ville-hôpital, l'intérêt, c'est vraiment le décloisonnement de l'hôpital vers la ville. C'est un intérêt très important parce que cela permet, comme le disait le professeur San Marco, mais c'est vraiment une continuité de prise en charge. Et on voit que dans ces réseaux, il y a non seulement la coordination avec le médecin généraliste, mais également avec les infirmières. Et on voit que cela permet une anticipation des sorties des patients, puisque bien entendu, il est important dans les hôpitaux de ne pas rallonger l'hospitalisation. Et le fait que l'infirmière libérale peut prendre contact avec l'infirmière hospitalière pour une prise en charge du patient, et bien cela peut faciliter la sortie et la prise en charge dans un meilleur confort du patient. Donc en fait, c'est vraiment l'intérêt, c'est le décloisonnement de l'hôpital pour améliorer la prise en charge du patient, y compris à son domicile. J'allais vous poser une question qui me vient à l'esprit, mais quelque part, la démarche du médecin traitant, c'est une sorte de démarche de réseau en quelque sorte? Tout à fait, oui, oui. C'était bon. Ce qu'il y avait auparavant, c'était le médecin référent qui était l'ancienne formule. Maintenant, c'est le médecin traitant. Mais c'est vrai que lorsque l'on aura mis en place ce dossier médical personnel qui sera utilisé par le médecin traitant, mais aussi par l'hôpital, ça sera vraiment un gain très important par rapport à l'information concernant la prise en charge du patient. Alors justement, Pierre Lecause, en quoi la prise en charge dans un système comme ça de réseau est différente du système classique, du système de l'hôpital, j'allais dire, que l'on a connu? Il y a déjà un avantage qui est une plus grande lisibilité, une plus grande cohérence, parce qu'on a eu tendance au cours des dernières années à voir des personnes hospitalisées ne plus savoir à quel sein se vouer. On vous prend en charge, on s'occupe de vous. Mais quel est ce on? Et finalement, ils ont vu défiler des interlocuteurs ou aller à droite, à gauche pour des examens sans vraiment avoir une grande intelligibilité de leur situation. Ça, c'est le côté avantage. Il y a peut-être un côté revers de la médaille, mais ça, on ne peut être pour l'instant que dans des prospectives, des anticipations de risques. C'est la diffusion d'informations médicales. À l'instant, on vient d'entendre parler effectivement de dossiers médicaux personnalisés. Voilà. Donc, on va aussi vers une informatisation des données, donc aussi une plus grande facilité de mobilisation de données numériques qui sont plus facilement consultables par des organismes intéressés par des raisons économiques aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est peut-être là où on va buter sur quelques aspects éthiques. C'est la plus grande transparence où l'individu serait fiché et toutes ces données partiraient on ne sait trop où par Internet. Donc en quelque sorte, d'un point de vue éthique, on est d'accord pour dire que c'est plutôt une amélioration de la prise en charge grâce à cette continuité dont parlait Jean-Louis San Marco. Par contre, le risque, c'est la divulgation ou disons la moindre, l'intérêt que peut avoir cette information pour d'autres organismes qui n'ont rien à voir finalement avec la santé. Jean-Louis San Marco, vous voulez ajouter quelque chose? Non, vous avez entièrement raison. Et là, il faut bien voir que jusqu'à présent, les secrets qui entourent nécessairement le soin du malade étaient essentiellement protégés par, excusez-moi, je vais être grossier, le désordre qui règne dans un dossier hospitalier traditionnel. Ce qui le protège le mieux, c'est qu'on ne retrouve pas l'information. C'est peut-être pas le but. Il est indispensable, en termes d'efficacité, qu'on puisse savoir où se trouve l'information. Bien sûr. Et dès lors, il est indispensable qu'il y ait contrôle et qu'il y ait verrouillage de l'information. Or, de même qu'on sait faire la gestion des données, on sait protéger les données dès lors qu'on y fait attention. Et je voudrais dire un exemple tout simple. Combien y a-t-il de dossiers médicaux et d'informations médicales qui ont filtré à l'occasion d'enquêtes épidémiologiques ou de patients pris en charge? La réponse est simple, 0.
Là où il y a des données qui sourdent, des données qui ne devraient pas passer et qui diffusent là où elles ne devraient pas diffuser, c'est lorsqu'on ne fait pas attention. Ce n'est pas une question de technique. La technique, malheureusement, rend la diffusion encore plus possible. Et donc, on fantasme là-dessus. Mais chaque fois qu'il y a eu des diffusions d'un forme de diagnostic pour des personnes célèbres en particulier, ça n'est jamais à l'occasion d'une prise en charge dans le cadre d'un réseau, dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Donc vous pensez que ces réseaux de soins peuvent être évidemment une bonne réponse et qu'ils offrent la sécurité suffisante? Dès lors qu'on a conscience du risque, immédiatement on adapte sa conscience. Et lorsqu'on n'a pas conscience, eh bien, on laisse traîner un certain nombre d'informations, ou bien dans le dîner en ville, on raconte « oui, c'est moi qui ai traité l'abcès à la fesse de Madame Untel oui. Oui, d'accord. Je vois très bien le genre de système extrêmement mondain auquel participe la médecine à laquelle vous faites référence. Mais enfin, ceci dit, comment est-ce qu'on crée un réseau de soins, Jean-Robert Harlet? Et puis, qui est-ce qui en a l'initiative? Plutôt les soignants, plutôt les patients? Vous disiez les patients tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas toujours les patients? Non, ce n'est pas toujours les patients. Manifestement, ce peuvent être les médecins, et en particulier les médecins libéraux. Et beaucoup de réseaux de soins ont été constitués ces dernières années à la demande de médecins libéraux qui, appuyés par des organismes qui ont permis le financement de ces réseaux de soins, sont allés établir des ponts avec la médecine hospitalière. Vous en parliez tout à l'heure de ces liens tout à fait nécessaires, souvent un peu justement délités, qui ont pu exister entre la médecine hospitalière, qui est certainement un peu toute puissante, on en a bien conscience, et qui quelquefois en devient arrogante vis-à-vis de la médecine libérale, de la médecine plus proche du malade. Et celui qui en fait les frais, bien entendu, c'est le malade lui-même qui a, par exemple, subi des examens d'un côté et puis va en resubir les mêmes de l'autre. Et ça, c'est un élément de redondance que l'on voit. On accuse quelquefois le patient d'être le sujet de son nomadisme médical en disant qu'est-ce que c'est que ce nomade qui va voir Pierre, Paul et Jacques qui tous trois font la même chose. Et en fait, c'est pas tout à fait de sa faute souvent, c'est du fait que nous ne partageons pas assez les informations. Donc, réseau, médecin. Ça, c'est clair. Réseau, quelquefois associations, j'ai cité quelques associations de malades autour de maladies rares, autour de maladies orphelines en particulier, qui suscitent la création de réseaux de soins. Et eux le réclament. Et c'est revenir à quelque chose que l'on voit poindre à l'heure actuelle, c'est que les malades sont souvent moins seuls maintenant dès lors qu'ils s'associent. Et juridiquement, vis-à-vis des structures hospitalières, mais des structures de soins en général, ont un pouvoir qu'ils commencent d'exercer en réclamant tel type de soins, tel type d'organisation de soins. Alors, quelque part, excusez-moi, Jean-Louis, de revenir sur cette question, mais finalement, le rapport avec la santé publique, est-ce que ce n'est pas, quelque part, un peu de la santé publique malgré soi? Non, puisque finalement, ce n'est pas les organisateurs de la santé enfin, disons, de la gestion de la santé qui mettent ça en place, puisque l'initiative vient justement de la base, des patients, parfois des médecins. C'est M. Jourdain qui fait de la Ce n'est pas de la santé publique sans le savoir, c'est de la santé publique en le sachant. Mais la santé publique, je voudrais que vous arrachiez de l'idée que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Excusez-moi, il faut faire l'âne un peu pour avoir les vraies réponses, vous me pardonnerez. La santé publique, c'est la vision globale d'un problème de santé. Or, quand j'étais petit, je me souviens de ma vie d'externe, j'avais une admiration sans borne pour des patrons pour lesquels le malade n'existait pas avant qu'il ait été hospitalisé et n'existait plus alors qu'il était sorti. Il y avait l'extraction dans laquelle il avait la chance d'être pris en charge par une médecine, certes efficace, mais il n'existait pas avant. Or, le malade, il est plus souvent en dehors de l'hôpital, grâce à Dieu, qu'il n'est à l'hôpital, et il est plus souvent en bonne santé qu'il n'est malade. Or, il existe en permanence. Et c'est ça, c'est cette prise en charge qu'il ne faudrait pas voir par un espèce de Big Brother sanitaire qui s'occuperait de tout en permanence, mais la possibilité pour ceux qui ont en charge d'avoir l'information pour être efficace. C'est ce souci d'efficacité par la continuité qui me paraît un souci typiquement de santé publique, mais qui ne doit pas, bien entendu, venir obligatoirement d'en haut. D'accord, donc typiquement aussi de réseau de soins quelque part. Totalement. OK, qui finance les réseaux de soins, Simone Di Nicola? Alors en fait, il y avait auparavant les réseaux qu'on appelait les FACS. Donc, ce sont des réseaux surtout en direction des médecins libéraux. Donc il y a un financement de la sécurité sociale. Actuellement, il y a surtout des réseaux DRDR, c'est-à-dire la dotation régionale des réseaux.
où il y a une enveloppe nationale, puisqu'il y a une dotation nationale des réseaux, et qui est donc ensuite donnée par région. Donc c'est un financement État et URCAM. URCAM, c'est-à-dire l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. D'ailleurs, ces dossiers sont montés avec des préconisations des ARH et des URCAM et sont ensuite examinés, puisqu'il y a un budget qui est demandé dans le cadre de ce budget de fonctionnement de réseau et ensuite qui est accepté ou refusé. Et c'est un financement qui n'est pas pérenne, c'est un financement qui a lieu pour 5 ans seulement. C'est-à-dire que... D'accord, donc le temps de tester, de voir si c'est efficace. Et donc évaluer si le réseau... On va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que les mutuelles participent justement au financement des réseaux de soins ? Elle participe vraiment pas en termes de finances, mais par contre en termes de partenaires. C'est-à-dire que dans ces réseaux, il y a par exemple une action de formation. Elles peuvent intervenir comme formateurs en matière d'éducation. Par exemple, sur un réseau de gérontologie, les actions d'éducation pour éviter les chutes des personnes âgées. C'est un exemple que l'on montre. De la prévention, donc. De prévention. Et à ce moment-là, elle peut proposer à un réseau d'offrir ses compétences en matière de chute des personnes âgées. Mais elles n'interviennent pas en finançant directement les réseaux. Alors, vous parliez des résultats. Donc, les réseaux sont évalués à des périodes données. Comment ça se passe et est-ce que ces évaluations sont en général positives? Quel genre de résultats, grosso modo, disons, les réseaux obtiennent? C'est plutôt bon, plutôt mauvais? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire le résultat. Ce que je sais, c'est qu'en termes d'évaluation, c'est une grosse question parce que les financeurs insistent beaucoup sur la partie évaluation et que c'est assez difficile d'ailleurs d'évaluer parce que bien souvent il faut une formation pour savoir évaluer. Et dans les budgets de réseau, il n'y a pas vraiment le financement de l'évaluation. Donc, c'est assez difficile de s'évaluer. Donc, il y a un flou, là. Il y a un flou. Un flou. Jean-Louis Saint-Marco? Vraiment un flou. C'est extraordinairement difficile. Vous avez raison, madame, de dire cela. Parce que qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue l'argent qu'on dépense pour savoir ce qu'on en fait? Et comment on va l'évaluer? Est-ce que c'est en termes de nombre de morts, de nombre d'hospitalisations, de nombre d'amputations, par exemple? Ou est-ce que c'est en qualité de vie? Quel est l'indicateur qu'on va pouvoir donner? Or, j'insiste, les réseaux sont quand même des structures qui sont en train de s'institutionnaliser, mais qui sont très petits. Et nous demandons aux réseaux des résultats que nous n'avons jamais demandés aux hôpitaux. Or, et on peut se dire à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, et je reprendrai ce que disait Jean-Robert tout à l'heure, si on modifie les hospitalisations pour un diabétique, par exemple, mais qu'on transforme l'hospitalisation qui était auparavant faite à l'occasion d'un accident, d'une catastrophe, d'une gangrène ou on le transforme en hospitalisation systématique pour faire un bilan et des soins systématiquement répétés, de telle façon que la prise en charge devienne plus cohérente et de ce fait plus efficace. On aura dépensé de l'argent en plus, mais le malade ira mieux. Donc il y a une évaluation qui est une évaluation économique indispensable. Bien sûr. Mais il faut qu'on mette en regard l'amélioration en termes d'indicateurs de santé, indicateurs factuels et indicateurs de qualité de vie. Alors, est-ce que dans cet équilibre indicateurs de santé, indicateurs de qualité de vie et argent dépensé, on s'y retrouve avec les réseaux de soins? Alors, les premiers chiffres dont on dispose sont plutôt positifs. Ils sont mitigés. Et c'est un peu normal parce qu'un certain nombre de gens qui se sont lancés là-dedans s'y sont lancés avec leur bonne volonté, mais pas obligatoirement avec une technicité, j'entends, de gestion du réseau. Ils étaient techniquement bons sur le plan médical, ils n'étaient pas obligatoirement techniquement bons en termes de gestionnaire. Donc un certain nombre, c'est comme toute structure qui s'installe, il y a eu des échecs nécessaires. Mais globalement, l'évolution se fait de façon favorable en termes de dépenses constantes et d'amélioration de résultats croissantes. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un facteur d'économie pour la santé publique, les réseaux de soins? C'est un facteur d'économie en disant qu'à dépenses identiques, on aura de meilleurs résultats. Si on veut dire par là qu'on va réduire les coûts grâce à l'installation de réseaux, je crois que c'est un leurre. Par contre, à dépenses identiques, on aura de meilleurs résultats sur la santé de la population prise en charge.
Simone Di Nicola, donc par rapport à ces réseaux de soins, la population aujourd'hui est en train de vieillir considérablement. Les réseaux de gérontologie dont vous parliez tout à l'heure vont devenir de plus en plus indispensables. Peut-être vous pouvez nous donner un petit mot là-dessus, un petit mot positif justement sur la prise en charge des personnes. Tout à fait. Donc je pense que les réseaux de gérontologie sont intéressants pour répondre à la problématique de la prise en charge des personnes âgées qui vont vieillir de plus en plus, c'est ce que nous disent les statistiques, et néanmoins les places en institution ne sont pas suffisantes. Donc il est important de maintenir les personnes âgées à leur domicile pour les prendre en charge. Et pour qu'elles soient du mieux possible, il faut qu'elles soient accompagnées par un certain nombre d'acteurs. Donc le réseau de gérontologie répond à ces questions-là, c'est-à-dire que la personne âgée pourra rester à son domicile, mais elle sera aidée par un certain nombre d'acteurs. Elle pourra avoir le portage de repas, des infirmiers pourront venir au domicile, le médecin pourra l'accompagner, et donc ça évitera des hospitalisations, et donc un mieux pour la personne âgée. Ok, eh bien écoutez, on va finir sur cette réponse et cette note plutôt positive par rapport au réseau de soins. Je vous propose de nous retrouver demain dans Questions d'éthique pour parler de nouveau de santé publique, mais cette fois-ci du coût de la santé et de la sécurité sociale. Donc à demain dans Questions d'éthique sur APHM Télévision. Au revoir.